Mes chers téléspectateurs, avez-vous déjà imaginé l'ampleur d'une entreprise où les grandes puissances européennes se lancent dans une course effrénée pour la domination d'un continent 3 fois plus grand que leur propre territoire? C'est exactement ce qui s'est passé dans le dernier quart du XIXe siècle, lorsque Français, Britanniques, Portugais, Allemands et même Belges ont entamé une conquête audacieuse de l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous plonger au cœur de cette épopée coloniale, révélant comment des empires et des royaumes, parfois millénaires, ont été soumis sous la puissance européenne. Restez avec nous pour découvrir les vérités cachées derrière cette période historique tumultueuse, pleine de malentendus et de révélations surprenantes. Au XVe siècle, l'Empire ottoman exerce un contrôle rigoureux sur les routes commerciales terrestres vers l'Asie, forçant ainsi les Européens à se lancer dans une quête audacieuse en mer pour découvrir de nouvelles voies. Cette situation les conduit à une aventure inédite, contourner le continent africain par le sud. Parmi les pionniers de cette odyssée se distinguent les Portugais, avec à leur tête le célèbre explorateur Vasco de Gama. Ces navigateurs intrépides longent les côtes africaines, établissant des avant-postes pour se ravitailler et commercer, traquant un chemin dans des eaux inconnues. Et c'est dans ce contexte d'exploration et de découverte que les Portugais tombent sur des terres inexplorées, des îles vierges et mystérieuses. Ils mettent pied à terre sur le Cap-Vert en 1456 et Sao Tomé en 1470, marquant les premières pages d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la relation entre l'Europe et l'Afrique. Lorsque les Portugais s'aventurent sur le continent africain, ils se retrouvent face à un monde inconnu et indompté. Des expéditions audacieuses se heurtent à un environnement impitoyable, où chaque pas dans l'inconnu est un jeu dangereux avec la nature et les cultures locales. Les rares expéditions qui ont tenté de pénétrer plus loin dans les terres, comme celles menées par des autres explorateurs, se sont soldées par des désastres, confrontés à des maladies inconnues et à des affrontements avec les populations locales. Ces échecs marquent profondément les esprits européens, les refroidissant à l'idée d'explorer davantage le cœur mystérieux du continent. L'Afrique devient alors pour les Européens un territoire de légende, un espace peuplé de mystères non résolus. Sur leur carte, ils dessinent les fantastiques sources du Nil, imaginent le royaume perdu du prêtre Jean, un mystérieux royaume chrétien, et la fameuse cité d'or de Tombouctou. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces mythes et ces cartes pleines de fantasmes? Quelles vérités sont enfouies sous ces légendes? Découvrons-le ensemble dans notre quête pour percer les mystères de l'Afrique. Les cartes de l'époque, belles mais trompeuses, masquent une réalité bien plus complexe sur le continent africain. Non seulement les Portugais, mais aussi les Français et les Néerlandais façonnent le visage de l'Afrique avec des ports comme Saint-Louis au Sénégal, fondé en 1636, et le Cap, établi par les protestants néerlandais en 1652. Mais impossible de parler de cette période sans évoquer l'ombre lourde de l'esclavage. Les comptoirs commerciaux européens deviennent des points de transaction pour l'achat d'esclaves africains, destinés à alimenter les colonies en Amérique. À travers le commerce triangulaire, ce sont plusieurs millions d'Africains qui sont déportés ou qui meurent en mer, dans des conditions de transport inhumaines. Le commerce du bois d'ébène, terme euphémistique pour masquer l'horreur, commence à s'estomper au cours du XIXe siècle. En France, par exemple, après une première abolition lors de la Révolution, puis une réintroduction sous Napoléon, l'esclavage est définitivement aboli en 1848. Cependant, si pendant des siècles, les Européens se sont principalement intéressés aux côtes africaines, cela ne signifie pas que l'intérieur du continent était dépourvu d'histoire.
Alors, quel récit se cache derrière ces terres mystérieuses? Pour le découvrir, explorons ensemble l'Afrique précoloniale. Alors que les Européens étaient dans l'ignorance, un continent bouillonnait de vie et d'histoire. L'Afrique, loin d'être un espace passif, était le théâtre de dynamismes et d'interactions complexes. Des empires majestueux comme le Mali, des sultanats comme celui de Zanzibar, et des royaumes dynamiques comme l'Ashanti florissaient, chacun avec sa propre richesse et son influence. Saviez-vous, par exemple, que l'Empire d'Éthiopie était un bastion chrétien indépendant depuis des siècles, un témoignage vivant de la diversité et de la résilience africaine? De plus, l'Afrique était loin d'être isolée. Des routes commerciales anciennes traversant le Sahara, connectant l'Afrique aux mondes arabes et indiens, témoignent d'un continent intégré dans un réseau global d'échanges. Ces routes étaient le pouls de civilisations prospères, transportant des idées, des marchandises et des cultures à travers des frontières vastes et variées. Les dynamiques entre empires comme le Mali et les royaumes comme l'Ashanti étaient pleines de nuances, reflétant une complexité politique et sociale souvent sous-estimée. Ces interactions, parfois conflictuelles, parfois pacifiques, ont façonné le paysage africain d'une manière unique. Dans le domaine culturel et social, l'Afrique précoloniale démontre une diversité et une richesse incroyables. Les systèmes de gouvernance, les pratiques culturelles et les croyances spirituelles variées offrent un panorama d'une civilisation évoluée et sophistiquée. Connaissez-vous par exemple l'histoire de la reine Amanirenas de Kouch, qui a défié la puissance de Rome avec une audace et une stratégie remarquables? En termes d'avancées technologiques, l'Afrique n'était pas en reste. Les innovations en agriculture, métallurgie et architecture, comme celles observées dans le royaume du Zimbabwe, révèlent un savoir-faire impressionnant et une compréhension avancée de l'environnement naturel et des ressources disponibles. Cette richesse culturelle et historique allait bientôt rencontrer le défi de la colonisation européenne. Quel fut l'impact de cette rencontre sur ces civilisations florissantes? Comment ces sociétés ont-elles réagi et adapté face à l'arrivée de forces étrangères? La suite de notre voyage à travers l'histoire de l'Afrique précoloniale nous révélera ces réponses et bien plus encore. Une course effrénée pour la domination s'engage entre les puissances européennes en Afrique. Avec en tête les Français et les Britanniques, chaque nation semble déterminée à étendre son emprise sur le continent. En 1880, les deux principaux empires coloniaux, la France et le Royaume-Uni, prennent des mesures audacieuses pour consolider leur pouvoir, la France étend son emprise de l'Algérie, conquise dès 1830, à la Tunisie, transformée en protectorat en 1881. À l'ouest, la Guinée et le Sénégal tombent sous le joug français dès les années 1850, grâce à des figures telles que le gouverneur Louis Faidherbe. L'expédition de Pierre de Brazza dans le golfe de Guinée en 1882 ouvre la voie au Congo français. Parallèlement, la Grande-Bretagne consolide sa position en Sierra Leone et sur la Côte de l'Or, correspondant à l'actuel Ghana, tout en évinçant les colons néerlandais et français d'Afrique du Sud. Cette région devient le théâtre d'une guerre de territoire entre colons, exacerbée par la découverte de diamants en 1877. La lutte acharnée qui s'ensuit entre Boers et Britanniques révèle la férocité de la compétition coloniale. Des alliances se forment et des rivalités s'intensifient, avec l'Allemagne et la Belgique entrant également dans la mêlée. L'Allemagne, sous sa politique de Weltpolitik, s'étend en Namibie et au Cameroun, tandis que le roi des Belges, Léopold II, finance l'exploration anglaise de Morton Stanley au Congo. Mais au-delà de cette course effrénée, quels étaient les véritables motifs derrière la colonisation de l'Afrique par les Européens? Était-ce une simple quête de richesse, de puissance, ou y avait-il d'autres raisons plus subtiles et complexes?
Dans notre prochain chapitre, nous explorerons les motivations profondes derrière cette période tumultueuse de l'histoire. Les années 1870 marquent un tournant dans l'intérêt européen pour l'Afrique, avec des motivations allant au-delà de la simple exploration. Cette période est le reflet d'un changement significatif dans les ambitions et les stratégies des puissances européennes. L'essor industriel, économique et démographique en Europe crée une impulsion pour étendre son influence mondiale. Les colonies deviennent alors des réservoirs de ressources indispensables et de nouveaux marchés pour les produits industriels européens. Elles offrent des terres fertiles pour l'agriculture et des filons de métaux précieux pour l'exploitation minière, contribuant ainsi à la prospérité des métropoles. En parallèle, l'empire colonial devient un symbole de prestige et de puissance. Il incarne l'idée que posséder un vaste empire est un signe de la grandeur d'une nation. Cette notion est renforcée par des idéaux tels que le fardeau de l'homme blanc, popularisé par des intellectuels comme Rudyard Kipling. Il prône la colonisation comme un devoir moral des Européens pour apporter le christianisme, la démocratie et les valeurs de l'économie libérale dans les régions arriérées du monde. La France, cherchant à redorer son blason après une série de revers militaires et politiques au XIXe siècle, voit dans la colonisation une opportunité de renaissance nationale. De la défaite de Waterloo en 1815 à celle de Sedan en 1870, la France aspire à restaurer son prestige et son influence à travers l'expansion coloniale. Ainsi, la colonisation de l'Afrique par les Européens, loin d'être une simple quête de terres et de richesses, est alimentée par un mélange complexe de motivations économiques, politiques et idéologiques, façonnant le destin de millions de personnes et redessinant la carte du monde. Le groupe colonial de la Troisième République, un puissant lobby parlementaire, joue un rôle clé dans la promotion de la colonisation. Avec jusqu'à 200 députés en 1901, ce groupe transcende les clivages politiques, unissant des forces diverses autour de l'objectif commun de l'expansion coloniale. Parmi ces figures marquantes se trouve Jules Ferry, célèbre pour son rôle dans l'éducation. Ironiquement, ce même homme qui a rendu l'école gratuite et obligatoire en France est également un fervent défenseur de la colonisation, illustrant ainsi les contradictions de cette époque. Les missions d'exploration scientifique, menées par des personnalités comme René Caillié, le premier Européen à visiter Tombouctou en 1828, et Livingstone, qui cartographie le Congo et les Grands Lacs entre 1850 et 1870, ouvrent la voie à la connaissance, mais aussi au pillage culturel. Sous couvert de science, de nombreux explorateurs et pseudo-archéologues pilent des œuvres d'art africaines et profanent des sites historiques. Parallèlement, la religion devient un outil de domination. Les États européens envoient des missionnaires pour imposer leurs croyances, souvent au détriment des pratiques locales. À Madagascar, par exemple, la France expulse les missionnaires britanniques et norvégiens protestants pour y installer ses propres jésuites catholiques, affirmant ainsi son emprise culturelle et spirituelle. Face à cette expansion désordonnée qui a failli déclencher une guerre mondiale avant l'heure, les puissances européennes se réunissent à la conférence de Berlin pour se partager l'Afrique. Cette conférence, loin d'être un simple arrangement diplomatique, marque le début d'une nouvelle ère de domination et de partage du continent africain, évitant ainsi un conflit majeur entre les puissances coloniales. La conférence de Berlin en 1884 est un moment déterminant dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique. Convoquée à l'initiative du chancelier Otto von Bismarck, cette conférence réunit 14 nations, mais aucun pays africain n'est invité, soulignant ainsi l'exclusion des Africains de décisions cruciales les concernant. Sous la direction d'Otto von Bismarck, des représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique et d'autres puissances majeures se rassemblent pour discuter de l'avenir du continent africain.
Bien que l'objectif initial soit de régler la question du Congo, la conférence devient rapidement le théâtre d'une négociation plus large sur le contrôle de l'Afrique. Contrairement aux idées reçues, la conférence de Berlin ne se traduit pas par un partage direct de l'Afrique avec des frontières tracées sur une carte. Au lieu de cela, les diplomates occidentaux se mettent d'accord sur les conditions requises pour accaparer un territoire. Ce consensus comprend des règles précises. Par exemple, lorsqu'un État revendique un territoire, il doit obligatoirement l'occuper pour justifier sa conquête. Ces décisions, prises sans la présence ni le consentement des peuples africains, vont définir la manière dont les puissances coloniales revendiquent et administrent les territoires en Afrique. La conférence de Berlin établit ainsi un cadre légal qui légitime la course à la colonisation et qui aura des répercussions durables sur le continent africain. La conférence de Berlin établit une règle clé. Un territoire ne peut être revendiqué sans une occupation effective. Cette décision marque un tournant dans la manière dont les puissances européennes approchent la colonisation de l'Afrique. Bien que la colonisation du continent ait commencé bien avant, la conférence place des règles pour formaliser et légaliser ce processus. Des accords spécifiques sont conclus pour garantir la libre circulation sur les fleuves Congo et Niger, facilitant le commerce et l'exploration. Ces accords visent à prévenir les conflits entre les puissances coloniales en établissant un terrain de jeu plus équilibré. De même, le canal de Suez est déclaré territoire neutre, soulignant l'importance stratégique de ces voies d'eau pour le commerce international. Ces règles déclenchent une compétition féroce entre les puissances européennes. Chacune se dépêche de revendiquer des régions entières en Afrique, envoyant des troupes pour planter leurs drapeaux et asseoir leur domination. Cela mène à une période de conquête effrénée, connue sous le nom de Scramble for Africa, ou en français, la ruée vers l'Afrique. Le terme Scramble for Africa décrit parfaitement cette période de conquête frénétique qui suit la conférence de Berlin. À partir de 1885, les nations européennes se lancent dans une course effrénée pour s'approprier le plus de territoire possible en Afrique, redessinant ainsi la carte du continent selon leurs intérêts et ambitions. Entre 1885 et 1905 vient le temps de la course effrénée entre les puissances européennes pour s'approprier l'Afrique. Cette période marque un changement significatif. Les explorateurs cèdent la place aux militaires, signifiant un passage de la découverte à la conquête. Sous Léopold II, le Congo devient le théâtre d'atrocités inimaginables, illustrant les aspects les plus sombres de la colonisation. Le roi des Belges transforme cette région en sa propriété personnelle dès 1885, entraînant confiscation de terres, mutilations, travail forcé et épidémies organisées. Ces horreurs perdureront jusqu'en 1908, année où le Parlement belge intervient face à la révélation des atrocités perpétrées. Parallèlement, l'Allemagne et le Royaume-Uni, en juillet 1890, s'entendent sur les frontières de leurs colonies en Afrique orientale, redessinant les frontières africaines sans aucune considération pour les populations locales. Cette approche est révélatrice de l'arbitraire et de l'impérialisme des décisions coloniales. La France n'est pas en reste et procède de manière similaire avec les Britanniques, se partageant des régions comme le Sierra Leone, la Guinée et le Nigeria. Ces arrangements montrent l'aspect transactionnel de la colonisation, les puissances européennes traitant les territoires africains comme des pions sur un échiquier géopolitique. Ces manœuvres politiques et militaires se font souvent au détriment des populations autochtones, laissant des cicatrices profondes et durables sur le continent. La ruée vers l'Afrique n'est pas seulement une période de conquête territoriale, mais aussi un chapitre tragique marqué par des perturbations profondes des sociétés africaines. À la fin du XIXe siècle, l'Italie se lance dans l'entreprise coloniale, étendant son emprise sur la Libye, l'Érythrée et une partie de la Somalie.
Cette nouvelle puissance coloniale tente aussi de conquérir le royaume d'Éthiopie en 1896, mais subit une défaite majeure face aux forces du roi Ménélik II à la bataille d'Adwa. Cet affrontement est un exemple éclatant de la résistance africaine face au colonialisme européen. Pendant ce temps, la France continue de s'étendre rapidement en Afrique de l'Ouest. La conquête de Tombouctou et du fleuve Niger en 1894 et l'unification des colonies d'Afrique de l'Ouest et du Nord au début des années 1900 sont marquées par une agressivité notable. De même, en 1895, sous la conduite du général Gallieni, la France entreprend la conquête de l'île de Madagascar, réprimant sévèrement plusieurs révoltes locales. Ces différentes entreprises coloniales se caractérisent souvent par leur brutalité. Par exemple, la mission Voulet-Chanoine de 1898, qui traverse le Niger vers le Tchad, est marquée par des massacres commis par les Français. Cette colonne infernale, composée majoritairement d'Africains, finit par se rebeller et tuer les 2 capitaines de l'expédition. Des cas similaires se produisent lors des tentatives françaises de soumettre l'empire Wassoulou ou de la répression sanglante des révoltes Maji-Maji par les Allemands en Tanzanie. Cette période est marquée par une complexité de rapports, avec des actes de violence et des résistances des 2 côtés. Un exemple frappant est l'assassinat en 1891 de l'explorateur français Paul Crampel, tué par Mohamed S. Senoussi, un seigneur de guerre local, lors de son expédition du Gabon vers le Tchad. Cette phase de la colonisation illustre la brutalité, les conflits et les résistances qui ont façonné le paysage africain à l'aube du XXe siècle. Malgré les accords de Berlin, les puissances coloniales s'affrontent parfois entre elles, frôlant le déclenchement d'une première guerre mondiale anticipée. Des incidents comme les crises de Tanger en 1905 et d'Agadir en 1911 mettent en évidence ces tensions, avec Français et Allemands se disputant le contrôle du Maroc. Ces confrontations diplomatiques révèlent la fragilité des accords et la compétitivité féroce pour la domination coloniale. Lors de la crise de Tanger, la situation atteint un point critique. Un vaisseau de guerre allemand est envoyé sur place, menaçant d'ouvrir le feu. Ce moment de tension extrême illustre à quel point les rivalités coloniales peuvent mener à un affrontement direct. Finalement, l'Allemagne cède, mais obtient en échange un morceau du Congo, démontrant comment les territoires africains sont devenus des marchandises négociables. Au début du XXe siècle, toutefois, tout le continent africain n'est pas encore colonisé. Des États comme l'Éthiopie et le Libéria demeurent indépendants. L'Éthiopie, avec ses liens anciens avec l'Europe et sa tradition chrétienne, échappe à la colonisation, peut-être en raison de sa congruence culturelle et religieuse avec les puissances européennes. Le Libéria, quant à lui, représente un cas particulier. Fondé par l'American Colonization Society, ce pays est destiné à être un foyer pour les Afro-Américains souhaitant retourner sur le continent de leurs ancêtres. Ces exemples d'États africains indépendants révèlent des dynamiques différentes dans le paysage de la colonisation. Ils illustrent comment, malgré la vague coloniale, certains territoires ont réussi à maintenir leur souveraineté, offrant ainsi un contrepoint à la domination européenne sur le continent. Le Libéria, fondé par l'American Colonization Society, est issu d'un projet initial aux intentions controversées visant à encourager les anciens esclaves américains à s'installer en Afrique. Ce projet, bien que semblant partir d'une bonne intention, avait en fait des racines dans une idéologie raciste, cherchant à déplacer les Afro-Américains hors des États-Unis. Malgré cela, le Libéria se distingue en étant le premier pays africain à obtenir son indépendance en 1847, un jalon important dans l'histoire africaine et un exemple de souveraineté retrouvée. Dans le contexte de la colonisation, certains souverains africains ont utilisé la situation à leur avantage.
négociant avec les Européens pour renforcer leur pouvoir et préserver leurs frontières. Ces stratégies de négociation, bien que marginales, montrent une autre facette de la colonisation, où des dirigeants africains ont tenté de naviguer dans un contexte complexe et souvent hostile. Il faut être clair, cependant, que dans la plupart des cas, les frontières sont tracées par et pour les colonisateurs, sans aucune considération pour les peuples sur place. Ces décisions arbitraires auront des répercussions durables sur la stabilité et l'identité des nations africaines. En 1914, l'Afrique, un continent 3 fois plus vaste que l'Europe, est presque entièrement sous contrôle européen. Cette transformation radicale, survenue en seulement un demi-siècle, marque une période de profond bouleversement et pose la question du bilan de cette colonisation. On a vu pourquoi et comment elle s'est déroulée, mais quelle est l'empreinte durable laissée par cette période sur le continent et ses habitants? Pour de nombreux Européens, la colonisation de l'Afrique est perçue comme l'apogée de leur influence mondiale, symbolisant une ère de puissance et de prospérité. Cependant, cette vision idyllique de la colonisation ne fait pas l'unanimité, et cela dès le XIXe siècle. Des économistes de l'époque comme le français Jean-Baptiste Say et le britannique Richard Cobden remettent en question la rentabilité de la colonisation. Ils soulignent que l'établissement de colonies coûte une fortune et que les bénéfices sont principalement récoltés par les élites industrielles et commerciales. Ces critiques sont renforcées par les travaux de l'historien Jacques Marseille, qui a démontré que l'enrichissement colonial était largement un mythe. Marseille révèle que les investissements européens dans la colonisation n'étaient pas aussi massifs qu'on l'a longtemps cru et que les rendements financiers s'avéraient souvent décevants. L'analyse économique de la colonisation révèle que, malgré les coûts élevés engagés, les bénéfices ont été principalement concentrés au sein des élites, sans apporter une prospérité significative à la majorité de la population européenne. Ce bilan complexe de la colonisation révèle ainsi que son impact économique est loin d'être aussi positif qu'il a été longtemps perçu. Les retours sur investissement étaient souvent mitigés, et les coûts humains et sociaux pour les populations africaines étaient quant à eux considérables. La colonisation de l'Afrique, bien que glorifiée par certains comme un âge d'or de l'Europe, présente un bilan beaucoup plus nuancé et problématique, tant sur le plan économique que sur le plan humain. Mes chers téléspectateurs, en réfléchissant sur l'histoire de la colonisation de l'Afrique, nous découvrons un récit complexe et souvent douloureux. Elle a surtout profité à une minorité de privilégiés, laissant un bilan mitigé et une série de conséquences profondes. Malgré la diversité des opinions, la colonisation a toujours eu ses détracteurs, venant de différents horizons politiques et sociaux, unis dans leur critique de cette exploitation et dans la défense des droits et de la dignité des Africains. La colonisation, avec ses sombres facettes de travail forcé, de mauvais traitements et d'exploitation, a marqué profondément les peuples africains. Les infrastructures érigées par les colonisateurs, bien que bénéfiques en apparence, visaient principalement à servir leurs intérêts. Les impacts de cette époque se ressentent encore aujourd'hui, notamment dans les frontières, la culture, la langue et la monnaie. La fin de la Première Guerre mondiale a ouvert la voie à des revendications d'indépendance, un mouvement qui s'est intensifié après la Seconde Guerre mondiale. Les années 60 ont vu l'émancipation progressive des États africains, mais l'héritage de la colonisation demeure. Mes chers spectateurs, nous nous engageons à ne jamais oublier cette période de l'histoire. Elle nous enseigne l'importance de la mémoire, la nécessité de respecter la dignité humaine et nous rappelle les conséquences de la bêtise et de la cruauté humaine. L'histoire de la colonisation africaine est un appel à la vigilance, à ne pas répéter les erreurs du passé et à construire un avenir où le respect et la justice prévalent pour tous. Chers téléspectateurs de Big Format,
Merci infiniment d'avoir suivi cette série sur la colonisation de l'Afrique. Votre intérêt et votre engagement sont essentiels pour nous sur Big Pharma. Si cette histoire vous a touché et que vous pensez qu'elle mérite d'être partagée, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec vos proches. En diffusant ces connaissances, nous pouvons nous assurer que les générations futures ne oublieront jamais cette période cruciale de notre histoire commune. C'est en partageant et en comprenant notre passé que nous pouvons construire un avenir meilleur et plus éclairé. Ensemble, faisons en sorte que les leçons tirées de ces événements tragiques restent vivantes dans notre mémoire collective. Merci encore pour votre soutien. Restez connectés à Big Pharma pour plus de contenus éducatifs et inspirants.